Merci. Juste en attendant donc l'arrivée du chef du gouvernement, je vais demander peut-être à M. Diop quelles idées principales il a retenues, peut-être 2 ou 3 idées. Ensuite, inviter M. Lionel Zinsou, qui est un petit peu notre grand témoin, à nous donner son ressenti de toutes les interventions qu'il a entendues. Comment est-ce qu'il peut... Donc, M. Diop, en un premier temps. Merci. Donc peut-être effectivement, donc en synthèse et en ramasser donc les idées clés. Premier sujet sur l'industrialisation et le nouveau modèle. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas reproduire systématiquement les modèles tels que les modèles asiatiques ou européens d'industrialisation. Créer son propre modèle. Créer son propre modèle, c'est aujourd'hui construire sur ses potentiels, transformation des produits de proximité, bien entendu, que ce soit agricole ou minier ou autres produits et autres ressources naturelles. Deuxième élément, c'est de pouvoir être une source aussi de captage de la délocalisation industrielle internationale, mais de manière structurée en s'intégrant dans les chaînes de valeur mondiales et en créant aussi des chaînes de valeur régionales. Pour cela, bien sûr, il est important qu'il y ait un ensemble de mesures d'accompagnement. L'État doit jouer un rôle important en termes de vision, en termes de stratégie, en termes de prospective, mais il faut derrière aussi qu'on puisse avoir les financements nécessaires à tout ce système. Et dans les financements, il faut que les banques soient plus créatives pour pouvoir adresser des marchés qui ne sont pas les marchés classiques, qu'on ait aussi des acteurs intermédiaires entre les besoins de financement et les sources de financement, notamment des acteurs de la médiation et de l'intermédiation. On devrait aussi avoir plus d'action sur la formation étant un élément clé aujourd'hui. Le grand défi, c'est de pouvoir avoir une formation en adéquation avec les métiers de demain. Et pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait une coordination entre les acteurs de formation, entre l'État et le secteur privé pour pouvoir justement avoir à la fois des jeunes issus de la formation professionnelle, mais aussi du supérieur, qui soient adaptés pour le monde économique et soient adaptés pour le monde industriel. Donc voilà, on a ramassé quelques idées qu'on a pu partager lors de ces débats. Merci beaucoup, M. Abdou-Diouf. Juste, c'était rappelé, hier nous disait le Premier ministre tunisien, en 2020, il n'y aura plus de moteur thermique. Donc, vous voyez un petit peu les formidables mutations et transformations qui sont en train de s'annoncer. Donc, il faut anticiper justement pour cette adéquation entre formation et le marché de l'emploi. Merci beaucoup, M. Abdou-Diouf. Merci à vous. Donc, j'ai le plaisir de... Merci beaucoup. Donc, je rappelle que M. Diop dirige le cabinet Mazars et qu'il est en même temps président de la commission Sud-Sud, donc au sein de la CGEM. M. Zinsou, on vous remet à l'ouvrage, comme on dit, mais vous avez un esprit de synthèse qui est admirable, donc c'est une manière pour nous aussi de nous enrichir et d'une pensée très structurée. Donc, vous avez vu, M. Lionel, que pour rebondir ce que disait M. le directeur de cabinet, il disait oui, tout ça, c'est bien. Il y a l'autofinancement en partie donc des investissements de l'Afrique, mais ce sont les TPE, PME qu'il faut absolument aider. Là, c'est le rôle des banques. C'est le rôle des banques. C'est peut-être, il faudrait passer à une autre échelle. Donc, M. Zinsou, un petit peu d'abord votre ressenti par rapport à ce que vous avez écouté et un peu focaliser sur cette histoire d'investissement. Merci, Madame. Je vais essayer de donner témoignage de ce qui m'a intéressé le plus. D'abord, je pense que c'est des débats de très grande qualité et que c'est des débats qui intéressent toute l'Afrique, même si nous sommes à des niveaux d'avancement différents dans nos modèles de développement. Mais je pense qu'il y a beaucoup à partager. Et comme l'a dit monsieur le directeur de cabinet, mais comme l'a dit aussi le président du patronat tchadien, on a vraiment des problèmes communs. On a des problèmes d'employabilité, on a des problèmes de financement, des problèmes génériques, et où on a beaucoup à apprendre de chaque pays. J'ai été très frappé par ce qui a été dit par Madame la directrice générale de l'école centrale de Casablanca. J'aime bien qu'on rappelle que l'école de Casablanca produit les majors des écoles centrales, c'est-à-dire que nous pouvons nous retrouver
dans des formations d'excellence à un très haut niveau. Et on en a pas mal d'exemples, et qui sont de plus en plus partagés entre Africains. C'est-à-dire, votre objectif, c'est 30% d'ingénieurs de Centrale Casablanca venant d'Afrique subsaharienne. On a construit entre l'Université du Cap, l'Institut de Management de Dakar et Sciences Po Paris un programme qu'on appelle Lead Campus, qui est une espèce de MBA exécutive qui est complètement une coproduction subsaharienne et en l'occurrence Sciences Po. Mais Sciences Po est en train de s'africaniser. Le directeur de Sciences Po est à Nairobi aujourd'hui pour présenter ses partenariats avec l'Afrique de l'Est. Donc, on a beaucoup d'occasions, et notamment la triangulation entre les pays riches de l'OCDE, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique subsaharienne. On a beaucoup d'occasions, je pense, d'accélérer les formations d'excellence et les partages pour l'excellence. Mais il ne faut pas oublier ce qu'a dit, et qui est très, très fascinant, le président du patronat tchadien, et qui avait été dit auparavant également sur le thème, il y a des gens qu'on pourrait laisser au bord de la route parce qu'ils n'ont pas terminé leur formation initiale, ou ils ont une formation initiale assez éloignée des besoins de l'entreprise. Mais là encore, en associant l'État, les entreprises, et vous avez prononcé une locution importante, les partenaires sociaux, parce que beaucoup de nos pays sont quand même dotés de représentations légitimes des partenaires sociaux qui participent à la construction de notre industrialisation. Il y a des syndicats à prendre en compte également avec la représentation patronale, mais à côté des formations d'excellence qui sont absolument nécessaires et qui peuvent se partager, la preuve en est rapportée, il y a l'employabilité de ceux qui pourraient être laissés pour compte. Et faire très attention, et moi je crois que nous avons un réservoir très important de compétences à partir de la reprise dans l'entreprise ou dans des formations postérieures, une espèce d'école de la deuxième chance, d'école de la deuxième chance, et je pense qu'on le fait chacun. Moi j'ai créé dans mon pays d'origine une fondation d'une part et une entreprise à assez fort contenu de main-d'œuvre, qui est une entreprise de nettoyage industriel. Et effectivement, on fait un effort interne de formation. Et une chose qui est très caractéristique dans nos pays, c'est que moi je trouve les salariés passent leur temps, en tout cas c'est très béninois, à se former, mais enfin c'est aussi ivoirien, à se former tout le long de la vie en payant leur formation. Je dirais que dans l'entreprise, c'est une PME, hein, c'est une PME de 250 personnes, mais je dirais il y a bien 150 salariés qui sont en formation continue pour améliorer leurs conditions. Alors ils peuvent se le donner eux-mêmes, cet instrument, et ils sont en formation professionnelle continue pour améliorer. L'entreprise peut le faire. Nous, on a un centre de formation gratuit aux métiers qui peuvent être assez techniques du nettoyage industriel. Bon, on est un peu envahi par des diplômés. C'est-à-dire, on a demandé des gens niveau 3e et niveau baccalauréat, et on a reçu, comme partout en Afrique, des gens titulaires de maîtrise. Il y a une différence entre niveau 3e et titulaire de maîtrise pour ce qui est de recevoir une formation. Et c'est un des problèmes, c'est que nos diplômés sont à la recherche d'une formation de complément qui permette d'être employables. Mais ça peut être les salariés eux-mêmes, ça c'est un effort très important, ça peut être les entreprises, c'est un effort très important. Et dans les meilleurs des cas, ça peut être l'État qui prend en compte ce genre de choses. Un mot qu'on n'a pas tellement prononcé, me semble-t-il, c'est celui de genre. Les femmes sont fondamentales dans le développement de toute l'Afrique, à énormément d'égards, notamment parce qu'elles gèrent les foyers, elles gèrent souvent l'épargne du foyer, notamment parce qu'elles forment les jeunes. Je salue l'arrivée des plus hautes autorités du royaume. Vous avez donc, et je vais terminer là-dessus, hein, vous avez donc... Et je pense que ce thème du genre est très important.
nous avons remis, avec Madame la directrice générale de Centrale, des prix dans cette salle aux femmes entrepreneurs du Maroc, aux femmes cadres dirigeantes du Maroc, et c'était très très important par la qualité et le nombre des candidatures. Il faut rappeler aussi cela, que la politique du genre dans nos domaines de l'industrialisation est absolument fondamentale. C'est bon signe que l'école centrale soit dirigée par une femme, mais c'est aussi quelque chose sur quoi on aurait pu insister, parce que dans l'employabilité, il y a l'employabilité des jeunes femmes comme des jeunes gens. Et moi, je suis très frappé par le fait qu'il ne faut pas laisser se développer une fracture numérique entre hommes et femmes en Afrique. Et là encore, je reprendrai une expression tchadienne, qui est de dire, malgré tout, on ne sait pas exactement quelles sont les compétences dont on aura besoin demain. Donc il est normal qu'on adapte la formation. Mais on est sûr qu'elles seront en bonne partie numériques. Et les associations qui forment les jeunes filles au numérique, au codage, très tôt, très jeunes, ça me paraît très important pour qu'il n'y ait pas de fracture. On n'ait pas une fracture numérique de genre et une fracture numérique entre l'Afrique et le reste du monde, parce que l'industrie aussi, ça va être beaucoup de la possibilité de s'adapter à cette nouvelle forme de la connaissance. Mais ce qui m'a frappé le plus, et je termine là-dessus, c'est le caractère extrêmement concret. Et comme a dit le président Keitany, en fait, on est d'accord sur le diagnostic. On est d'accord qu'il y a un déficit d'industrialisation, même si on doit admettre qu'une quinzaine de pays ne sont pas en déficit d'industrialisation, mais c'est vrai. Et quand on parle financement, on touche tout de suite des sujets concrets. Mais vous avez remarqué, il y a des solutions. Attijari a expliqué comment il prenait de plus en plus en charge cette transformation d'épargne de ressources courtes à emploi long. Ça, c'est parce que nos marchés financiers sont en train de devenir efficients. Il y a 25 ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, ils sont en train de devenir efficients. Parce qu'on a besoin d'un marché financier si on veut prendre de la ressource à vue et l'immobiliser pendant 10 ans. Donc c'est en train de se faire. Vous avez remarqué que le private equity a pris la parole pour dire on va faire de la mésofinance, c'est-à-dire du capital, mais du capital adapté en taille à des entreprises moyennes, petites, moyennes, dans toutes nos économies. C'est complètement nouveau, cet instrument, le micro-capital, si vous voulez, il n'est pas disponible, il est en train de s'inventer. Et vous avez remarqué les commentaires sur maintenant, on a besoin de créer de l'intermédiation. Et là, je voudrais saluer le rôle du Maroc, parce que les banques du Maroc, comme les compagnies d'assurance du Maroc, objectivement, elles créent de la concurrence dans toute l'Afrique subsaharienne et des nouveaux métiers. Et nous avons besoin de cette intermédiation, parce que entre un petit projet et un grand fonds d'investissement, s'il n'y a pas des professionnels qui rapprochent les uns des autres, ils ne se rencontreront jamais. Et nous avons beaucoup plus, comme a dit le président Keitany, de fonds qui sont promis à l'Afrique que de fonds qui sont utilisés par l'Afrique. Et l'Afrique elle-même génère par son épargne beaucoup plus de capacités financières que ce qu'elle utilise. Mais, comme j'ai essayé de le dire, tout ça, c'est aussi une question d'histoire. Nous n'avons pas reçu des pays qui étaient faits pour se développer de façon endogène à partir de leur secteur privé, de leurs forces vives, avec des institutions comme des marchés financiers sophistiqués, avec des intermédiaires financiers. Nous avons reçu des pays, nous avons créé l'indépendance de ces pays se sont émancipés. Aujourd'hui, ils sont en train de s'émanciper de tout modèle. Ils sont en train de créer leurs nouveaux instruments, mais l'histoire ne nous les a pas donnés. Et simplement, plus on se réunira tous entre Africains pour échanger les meilleures pratiques, on a entendu des choses extraordinaires sur l'énergie, on a entendu d'extraordinaires sur la formation, d'extraordinaire sur la capacité d'entraînement d'une vision politique. Et j'ai rendu à cet égard hommage à la vision de Sa Majesté, mais je pourrais faire exactement la même chose avec la Côte d'Ivoire, qui ne fait pas 9% de croissance par hasard. Et donc, plus on sera à partager ces meilleurs exemples, ces meilleures pratiques de l'industrialisation, et plus on ira vite, conscient du fait
qu'il n'y a que l'Afrique qui soit en train d'écrire l'histoire de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette vision de l'unité continentale et merci pour cette substantifique, comme dirait Michel Montaigne, de cette journée, d'une journée très riche et très dense. Et je me retourne vers monsieur le chef de gouvernement pour le saluer. C'est ça, merci, mille merci, parce que je sais que vous avez un agenda extrêmement serré, vous avez trouvé le temps de venir. Alors, c'est Saadine Al-Othmani, moi je voudrais juste dire un mot. Il ne faut pas oublier qu'il était ministre des Affaires étrangères dans une autre vie. Donc, il a pu sillonner lui aussi l'Afrique. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, il a représenté donc tout récemment, je crois que c'était le 29 janvier, Sa Majesté Addis Abeba avec le message sur la migration, message qui a été très apprécié puisque le Maroc est un peu leader dans ce dossier de la migration et que nous avons 2 grandes conférences internationales au mois de décembre qui seront organisées à Rabat. Et donc, ça c'est l'actualité, mais je voudrais juste rappeler quelque chose peut-être que nous oublions, c'est que Saadine Al-Othmani était avec Saïd Abdelkrim Khatib. Et Saïd Abdelkrim Khatib était ministre des Affaires africaines dans les années 60. C'est vrai que les années 60 où le Maroc a fait de très belles choses en termes de conférence de l'unité africaine, il a été l'un des pays fondateurs. Donc, Saadine Al-Othmani a beaucoup milité avec Saïd Abdelkrim Khatib. Et Saïd Abdelkrim Khatib a fait un travail extraordinaire avec le souverain, avec le roi Hassan II, qui, ne l'oublions pas, ont beaucoup aidé les mouvements de libération. Le Frélimo, l'ANC, l'Angola, de Neto. Le Maroc a fait un travail extraordinaire en termes de financement, en termes d'aide, même au niveau des armes militaires, etc. Et Nelson Mandela, vous pouvez retrouver ça sur Internet, a rendu un très bel hommage à Saïd Abdelkrim Khatib et à son équipe. À l'époque, c'est Saadine Al-Othmani, c'est Leïla Ben Kiran, qui ont aussi travaillé, qui avaient cette sensibilité vers l'Afrique. Donc, vous voyez, l'Afrique, c'est pas seulement aujourd'hui. L'Afrique, c'était déjà les années 60. Mais alors, positivement, parce que c'est vrai, on parle de l'Algérie, le pays du tiers-monde, etc., etc. Mais le Maroc l'a fait concrètement et il a aidé à la libération d'une partie de l'Afrique, ne l'oublions pas, et une partie de l'Algérie, puisque nous étions intimement avec monsieur le ministre tunisien, doit certainement se rappeler ces gens-là. Nous avons beaucoup aidé, que ce soit le flanc Est ou le flanc Sud, la révolution algérienne. Ça, il faudrait que nos amis algériens puissent s'en souvenir.